Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue pour ce deuxième épisode de cette nouvelle saison, donc troisième saison du jury. Je suis Farah Kadour de Marseille et je suis très heureuse d'être accompagnée de… Barouk Tradi, bonsoir à toutes et à tous. Très heureux, Farah, de te retrouver dans cette nouvelle session. Donc aujourd'hui, on va parler de syndrome de congestion pelvienne. C'est la dernière fois qu'on dit ça parce que le docteur Douane va nous dire que la nomenclature a changé. Plus sérieusement, on va parler donc de ce syndrome-là. On a la chance d'avoir de brillants orateurs, le docteur Frédéric Douane qui travaille au CHU de Nantes, le docteur Marine Bravetti qui travaille au CHU de la Pitié-Salpêtrière. Et puis, nous aurons la chance également d'avoir une modération exceptionnelle en compagnie du professeur Gilles Soulez de Montréal avec un léger décalage horaire. Et puis, le professeur Frandon qui nous rejoindra d'ici quelques minutes. Merci à toutes et à tous. Merci Farouk, l'équipe de Marseille, Gilles de sa présence. Je vais avoir en charge de vous parler de la partie clinique concernant les pathologies veineuses pelviennes. En effet, le terme de congestion pelvienne, j'espère vous en convaincre, n'est pas tout à fait le meilleur pour parler de l'ensemble des pathologies veineuses de cet étage. Et en fait, le propos d'aujourd'hui, ma part, ça va être de vous sensibiliser à la clinique pour savoir finalement quand il faudrait évoquer une étiologie veineuse à la symptomatologie de vos patients. Donc, tout simplement, parce que, rappelez que finalement, la varicose pelvienne, ça reste tout à fait inconnu, j'imagine, dans les centres dans lesquels l'ensemble des gens travaillent, que ce soit dans les petites ou les grosses structures, même dans les grands centres hospitaliers et universitaires. Ça reste méconnu, probablement parce que c'est à lisière de deux spécialités médicales, la gynécologie et la médecine vasculaire, avec des approches diagnostiques tout à fait différentes. Il faut savoir que le gynécologue n'est pas un médecin vasculaire, tout comme le généraliste, qui va être en première ligne de ces patientes qui présentent le plus souvent des douleurs pelviennes chroniques. Et donc, pour eux, la problématique, c'est de reconnaître l'origine veineuse d'une symptomatologie pelvienne. Quant au médecin vasculaire et aussi le généraliste, ça va être de reconnaître l'origine pelvienne d'une maladie variceuse des membres inférieurs. Donc, en fait, il faut comprendre que le pelvis est situé entre ces deux spécialités, qu'il y a une exploration qui n'est pas facile, puisque cliniquement, il n'y a quasiment aucun signe d'examen clinique très spécifique. Et l'exploration, elle est basée bien sûr sur l'imagerie. Et donc, la phase de reconnaissance, elle est primordiale, puisqu'ensuite, la démarche diagnostique puis thérapeutique, elle est assez univoque finalement depuis ces dernières années. Donc, finalement, le gros du travail, c'est de reconnaître la symptomatologie et de bien dépister ces patients. Alors, pourquoi on ne parlerait plus de syndrome de congestion pelvienne? Parce qu'en fait, on se rend compte que la grande cause finalement de la méconnaissance du syndrome de congestion pelvienne est probablement due à une caractéristique très incomplète du phénomène physiopathologique et liée à une anatomie relativement complexe du réseau veineux pelvien et aux différents mécanismes de stase, de reflux de cette pathologie. Finalement, la relation entre le processus physiopathologique, la varice et la douleur et la plainte, qui est parfois très difficile, très variée et très complexe, est assez difficile à mettre en évidence, et surtout par l'imagerie, puisque l'imagerie de la douleur n'existe pas. Il faut savoir que probablement les varices pelviennes symptomatiques chez les multipares est extrêmement importante et méconnue, et souvent, en fait, les patientes sont sous-diagnostiquées puisqu'elles arrivent avec un délai de 8 consultations de spécialistes avec des délais de prise en charge relativement indécents et relativement longs. Alors, raison pour laquelle il y a tout un panel de chercheurs, de praticiens, de multispécialités confondues, médecine vasculaire, chirurgie vasculaire, radiologue interventionnel, gynécologue, qui sont pas mal regroupés ces dernières années, notamment dans les pays anglo-saxons, encore une fois. Et il y a des consensus qui existent désormais vraiment pour décrire un peu les priorités de recherche dans cette pathologie. Et une des priorités, c'est de parler de la même chose, d'avoir un vocabulaire relativement le plus transparent et le plus vrai possible, parce que certains parlent de congestion pelvienne alors qu'ils parlent finalement de varices des membres inférieurs, et d'autres vont parler de syndrome alors qu'il s'agit que d'une symptomatologie liée à un processus physiopathologique, et parfois des diagnostics d'imagerie qui sont un tout petit peu trop hasardeux, notamment sur les syndromes compressifs, avec des critères mal définis diagnostiques, avec des sensibilités de l'imagerie qui restent très délicates. Pour reparler un petit peu de la problématique physiopathologique, on parle juste d'une maladie qui est liée à une stase veineuse sanguine. C'est une pathologie vraiment de stase au niveau du pelvis et voire des membres inférieurs, qui va être à l'origine d'une dilatation veineuse, probablement
le plus souvent d'une incompétence valvulaire, qui peut être congénitale ou acquise, à l'origine d'une augmentation de la pression veineuse locale, qui elle-même va activer au niveau des cellules endothéliales une libération leucocytaire, avec à l'origine une série de processus inflammatoires qui va elle-même altérer au niveau moléculaire la paroi veineuse, qui va entraîner elle-même une dilatation et ainsi de suite, une stase, etc., etc. Qui va même produire de manière locale au niveau des veines des radicaux libres et des médiateurs inflammatoires à l'origine d'une activation de récepteurs de la douleur, de libération d'eurotransmetteurs qui lui-même va majorer la stase veineuse et c'est un cercle vicieux. Il est important de connaître un facteur de risque de la développement de pathologies veineuses, mais ce n'est pas lié que à la pathologie veineuse pelvienne, c'est lié à toutes les pathologies veineuses, l'influence de la grossesse par différents facteurs hormonaux, hémodynamiques, mécaniques et hématologiques. En effet, il va y avoir un hyperdébit, il va y avoir une diminution de l'élasticité veineuse liée à la production d'œstrogènes et de vasodilatateurs, une augmentation de débit qui va augmenter pendant la volimie maternelle pendant le 3e trimestre, avec une diminution des résistances utéroplacentaires, avec des facteurs de compression extrinsèque, qui est bien sûr cet utérus qui va prendre de plus en plus de place, et avec des facteurs hématologiques de coagulation, qui va être à l'origine éventuellement de phénomènes thrombotiques, et donc qui va être à l'origine d'une pathologie veineuse acquise. Donc toutes les pathologies veineuses vont ce que je veux dire, c'est que finalement, le fait d'avoir une patiente qui va avoir une symptomatologie pelvienne suite à une grossesse ou aggravée par une grossesse est un élément majeur pour orienter vers une étiologie veineuse de la symptomatologie. Autre élément très important pour la compréhension finalement de la complexité de la physiopathologie et de la clinique dans cette pathologie veineuse pelvienne, c'est le rôle anatomique fonctionnel du retour veineux. On sait très bien que les membres inférieurs, le petit bassin, le pelvis va se drainer via 3 systèmes anatomiques interconnectés, qui est le système ilio-cave, gonadique et les afférentes iliaques internes, qui peut donner autant d'afférences possibles à une varicose. C'est vraiment un véritable web qui peut en plus, qui est largement anastomosé et très variant, qui complexifie un tout petit peu parfois le cathétérisme et la compréhension de la symptomatologie résiduelle, avec des anastomoses longitudinales, transverses et antéro-postérieures, viscéro-pariétales, sous la forme d'un réseau connecté qui n'a pas forcément valvulé à cet étage-là, donc va être complètement dépendant d'un gradient qui peut être bidirectionnel. On peut avoir une insuffisance veineuse gonadique gauche avec une symptomatologie de stase pudendale droite. Alors, on va se retrouver dans 3 grandes situations cliniques, et je pense que la première, c'est bien sûr la patiente asymptomatique. Donc, il faut bien rappeler que le fait d'avoir une varicose pelvienne ou de membres inférieurs n'est pas le témoin, n'est pas le signe, n'est pas le diagnostic d'une congestion veineuse pelvienne. Donc, il va sans dire que le diagnostic à l'imagerie de la découverte de varices ne peut pas faire émettre le diagnostic de congestion pelvienne, la plupart des patientes étant asymptomatiques. Par contre, on peut avoir aussi des formes tout à fait spécifiques, notamment des varices des membres inférieurs d'origine pelvienne qu'il faut savoir donc évoquer sur des critères cliniques et notamment échographiques, mais aussi à l'imagerie. Et on a aussi la forme donc à la fois la plus complexe et la plus fréquente, la plus courante, c'est donc le fameux syndrome de congestion pelvienne dont on verra qu'il peut être nommé de manière différente selon une nouvelle classification. Donc, selon la nouvelle classification, notamment, on dira que les varices asymptomatiques sont des troubles veineux pelviens asymptomatiques, donc S0, probablement liés en fait à, certes, une insuffisance veineuse, des varices, mais aussi à des capacités de drainage encore conservées des iliaques internes, qui permettent donc d'éviter une stase et symptomatique. Il y a aussi donc la congestion pelvienne, dont on verra la description sémiologique un peu plus tard, un peu plus en détail, qui est liée donc aussi à une pathologie de reflux, quelle que soit d'ailleurs l'origine physiopathologique au niveau des veines gonadiques ou des afférents iliaques, et qui est à l'origine d'une stase au niveau du pelvis, qui peut donc donner cette symptomatologie pelvienne qu'on verra un peu plus complexe tout à l'heure. Donc le syndrome de congestion pelvienne, ou le désordre veineux de type S2, selon la classification SVP, dont on verra tout à l'heure, c'est typiquement finalement une sensation de lourdeur, de pesanteur pelvienne, une douleur relativement sourde, qu'on va catégoriser de douleur pelvienne chronique, puisque souvent les patientes présentent une symptomatologie supérieure à 6 mois.
Donc, le caractère de lourdeur, de pesanteur au niveau du pelvis, qui peut éventuellement s'étendre de la fosse iliaque gauche au pelvis à la fosse iliaque droite, mais avoir des irradiations relativement diverses, antérieures, postérieures, vers le rectum, vers le périnée, la vessie, et aussi vers les membres inférieurs. Et on l'expliquera pourquoi à travers des problématiques anatomiques. Alors, ce qui est important, en fait, finalement, de connaître dans la congestion, ou ce qui doit faire évoquer, finalement, à l'interrogatoire une congestion, c'est la recherche d'un horaire veineux. Donc ça, c'est vraiment relativement important. Lorsqu'on rencontre une patiente qui a une douleur pelvienne chez qui on doit faire suspecter une étiologie veineuse, c'est de retrouver des arguments pour une pathologie veineuse, à savoir l'aggravation de la symptomatologie dans des positions statiques, que ce soit debout ou assis prolongé. Donc, classiquement, la patiente qui, à la fin de la journée, en a autant marre, on en a plein les pattes et plein le ventre. Et aussi, par exemple, des patientes qui vont être soulagées par le décubitus ou le Trendelenburg, qui est lié finalement à la vidange pelvienne qu'elles se font elles-mêmes en se levant le bassin au-dessus du cœur. Le fait aussi d'avoir une symptomatologie éventuellement aggravée en période prémenstruelle, c'est-à-dire à la période où l'hyperémie du pelvis va être augmentée juste avant les menstruations. Les dyspareunies profondes, on les retrouve de manière assez classique, donc pas les dyspareunies d'intromission, mais vraiment profondes, et éventuellement des douleurs post-coïtales, c'est-à-dire des douleurs qui vont diffuser dans le temps, juste après le coït, et qui peuvent elles-mêmes diffuser spatialement, notamment vers des membres inférieurs, qui sont des territoires tout simplement de phlébalgie, qui peut être par exemple dans le territoire saphène d'un membre inférieur. Il peut y avoir donc des pesanteurs au niveau périnéal, mais aussi des tableaux névralgiques et aussi une symptomatologie urinaire, voire anale, du fait de la présence de varices au niveau des trigones vésicaux ou de la région hémorroïdaire. Donc, ce qui est très important finalement lorsqu'on a une symptomatologie de douleur pelvienne, c'est de savoir finalement interroger une patiente sur un horaire veineux, qui n'est pas forcément réalisé en pratique courante en médecine générale ni en gynécologie, et ne pas s'arrêter à la fameuse douleur liée aux règles, qui est plus spécifique finalement de l'endométriose. Donc finalement, le médecin doit avoir la mission, lorsqu'on a une symptomatologie pelvienne dont on doit évoquer par l'interrogatoire la recherche d'une étiologie veineuse, doit rechercher des signes extra-gynécologiques associés, qui vont être des arguments supplémentaires, donc qui ne sont pas constants mais supplémentaires, pour nous orienter vers davantage une origine veineuse globale de la pathologie, notamment des douleurs à type de lourdeur, pareil, des jambes ou des membres inférieurs, notamment dans les périodes prémenstruelles, et aussi à la présence de varices évocatrices, spécifiquement d'une origine pelvie-périnéale de varices, notamment les varices du périnée, les varices vulvaires, ou des patientes qui ont des antécédents de traitement de varices, notamment vulvaires, ou de varices au niveau inguinal, ou de crossectomie saphène, ou de traitement itératif de varices de membres inférieurs. Donc, bien sûr, ce n'est pas parce qu'ils sont non présents qu'ils excluent le syndrome de congestion pelvienne, mais la réassociation va augmenter la probabilité d'une étiologie veineuse de la problématique globale. Donc, il y a l'autre versant, donc les varices des membres inférieurs d'origine pelvienne, qui est en relation avec l'existence de reflux pelvien vers les membres inférieurs, là aussi pour des problématiques anatomiques que l'on reverra. Donc, il faut bien penser chez des patientes qui ont des problématiques de varices de racines de cuisse, de face postérieure de cuisse, périnéale, vulvaire, ou des patientes qui sont réfractaires au traitement itératif de sclérothérapie ou chirurgicale, ou des insuffisances veineuses dans le territoire saphène sans insuffisance ostiale, bien penser qu'une origine pelvienne peut, par des mécanismes de point de fuite, par un gradient de pression hydrostatique, alimenter cette varicose au niveau des membres inférieurs. Tout simplement parce qu'il existe une continuité anatomique et physiopathologique entre les varices des membres inférieurs et celle du pelvis, avec des communications qui peuvent donner ce genre de clinique. Donc, pour le coup, c'est le seul examen clinique qui peut être spécifique d'une origine pelvienne de varices de membres inférieurs, avec des varices des faces postérieures de cuisse, varices vulvaires, face interne de cuisse, avec parfois des cartographies variqueuses relativement impressionnantes et des récidives des membres inférieurs chez les patients qui ont eu des sclérothérapies ou des chirurgies. Donc, il faut savoir vraiment y penser. Je dirais même pas y penser, c'est là, pour le coup, assez pathognomonique et tout à fait spécifique. Il n'y a pas d'autre origine que les varices pelviennes pour donner ce genre de varices.
Il existe donc une continuité anatomique entre les veines pelviennes et celles des membres inférieurs qui explique d'ailleurs parfois des échecs de prise en charge exclusive des varices des membres inférieurs. Et donc, c'est la raison pour laquelle il faut vraiment bien travailler avec ses médecins vasculaires pour leur proposer une prise en charge spécifique de ces varices des membres inférieurs, soit en amont, soit en aval d'une prise en charge des membres inférieurs. Donc, c'est vraiment toute la notion de recherche de point de fuite. Et ça, c'est un travail qui doit être en théorie réalisé par les médecins vasculaires avec des échographies Doppler périnéales relativement bien décrites par Franceschi avec la recherche de ces fameux points de fuite au niveau du point inguinal pour les varices du ligament rond qui va donner des varicosités au niveau inguinal sur la face antérieure de cuisse. Les varices obturatrices et pudendales vont donner donc des varices plutôt face interne de cuisse qu'on voit ici en haut à gauche ou tout en haut ici en varices paravulvaires, connectées ici à la veine obturatrice, ou alors des varices glutéales inférieures notamment qui vont donner des varices des membres inférieurs qui peuvent être connectées via une insuffisance glutéale inférieure. Donc ça, c'est des origines tout à fait spécifiques d'une origine pelvienne des varices des membres inférieurs. Et ça, à part cliniquement, si on voit la varice, c'est vraiment l'étude du point de fuite en échographie Doppler qui va permettre de faire cette cartographie et de vous préciser l'étendue d'une maladie diffuse. Et c'est souvent finalement la partie émergée de l'iceberg. Alors, je vais maintenant, après avoir parlé de la clinique à la fois des varices et de la symptomatologie pelvienne, insister sur finalement la nécessité de parler le même langage. Selon une classification qui est reconnue sur le plan international par un consensus d'experts depuis 2020, c'est la classification SVP comme symptômes, varices et physiopathologie. C'est un peu l'équivalent de la classification CEAP pour les varicoses des membres inférieurs que les médecins vasculaires utilisent depuis longtemps et qui a d'ailleurs été aussi mis à jour en 2020 ou 2021. Et donc, tout ça pour finalement, l'important, c'est de se dire qu'il y a des patientes qui vont avoir des expressions cliniques extrêmement variées. Vous l'avez compris qu'on peut avoir à la fois des douleurs pelviennes avec une symptomatologie soit urinaire, soit à type de douleur, soit seulement des dyspareunies, mais l'association aussi ou pas avec des varices des membres inférieurs, et que cette maladie peut s'étendre à la fois de l'étage abdominal aux membres inférieurs en passant par le pelvis. Donc c'est relativement diffus, relativement complexe sur le plan anatomique, et la stase peut avoir des origines variées. Elle peut être congénitale d'origine malformative, des avalvulations ou dévalvulations, ou tout simplement des variantes anatomiques, mais le plus souvent, bien entendu, sur une insuffisance valvulaire acquise liée à la grossesse, mais aussi par des problématiques éventuellement de retour veineux central d'origine congénitale ou acquis, notamment post-thrombotique ou occlusif non thrombotique. Donc finalement, l'idée, c'est d'avoir une classification qui englobe tous ces mécanismes physiopathologiques, toutes ces symptomatologies évocatrices d'une étiologie veineuse et toutes ces localisations de varices aux différents étages pour en faire une seule classification qui est présentée ici. Donc SVP comme symptômes, varices et physiopathologie. Donc, les symptômes peuvent être diffusément étendus entre l'absence, bien sûr, de symptômes, les symptômes dans l'huile rénale, les symptômes au niveau abdominopelvien, les symptômes extra-pelviens au niveau périnéal. Idem pour la localisation des varices, donc V0, V1, V2, V3. V0, c'est-à-dire absence de varices, V1 au niveau de l'aire rénale, V2, ça va être les veines gonadiques et iliaques internes, V3, ça va être les varices au niveau périnéal et extra-gynécologique, et V3B, les varices des membres inférieurs. Ensuite, sur le plan physiopathologique, on va toujours localiser à la fois les symptômes et les varices sur la veine rénale, sur la veine cave, sur les afférents des iliaques internes, sur les veines gonadiques, gauche ou droite. Et on va avoir la notion hémodynamique de la pathologie de reflux ou obstructive, et aussi l'étiologie thrombotique, non thrombotique ou congénitale. Alors bien sûr, tous ces items sont extrêmement exhaustifs. C'est assez imbuvable de remplir une congestion par reflux gonadique gauche-droit, pudendal droit-gauche avec cette classification. Mais l'idée, finalement, est tous que nous parlions le même langage, notamment à visée scientifique, pour bien classer nos patientes et étudier l'efficacité thérapeutique. Mais finalement, on va se rendre compte que c'est vraiment le travail que l'on fait quotidiennement lorsqu'on fait une phlébographie ou qu'on interprète une IRM ou une échographie Doppler, c'est finalement à la recherche des varices, la recherche d'un reflux, de la quantification et du mécanisme de ce reflux. Donc, c'est ni plus ni moins ce qu'on fait en théorie lorsqu'on comprend et lorsqu'on traite une patiente pour sa varicose pelvienne. Et c'est là où cela devient assez compliqué, c'est finalement quels sont les signes qui vont être spécifiques d'une étiologie veineuse. Et c'est là où il n'y a pas de consensus non plus, de critères diagnostiques établis.
sur quand évoque-t-on une douleur rénale ou une hématurie d'origine veineuse, quand évoque-t-on une douleur pelvienne d'origine veineuse. Et c'est là, finalement, on travaille avec la SFICV depuis quelques temps sur l'élaboration d'un questionnaire de probabilité d'un trouble veineux pelvien d'origine veineuse. Et en fait, ceci est en cours d'élaboration, mais on va essayer de présenter un score clinique pour faciliter le travail des gynécologues, des médecins généralistes et des radiologues à qui on adresse des patients pour douleurs pelviennes, à qui on a découvert des varices, pour savoir s'il est imputable aux varices. Est-ce que les varices sont imputables, enfin, est-ce que la douleur est imputable aux varices? Excusez-moi. Donc, bien sûr, on va retrouver les items qu'on a précédemment décrits, notamment la sensation de lourdeur, de pesanteur, de gonflement pelvien, l'irradiation vers les membres inférieurs, la douleur du point ovarien, éventuellement exacerbée par l'échographie endovaginale, qui est un signe relativement sensible et spécifique décrit en tout cas dans la littérature, la dyspareunie profonde avec ces irradiations éventuelles, la parité, qui est bien sûr le facteur de risque principal dans la pathologie acquise du postpartum, l'horaire veineux avec les symptomatologies s'aggravant avec la journée, les positions statiques ou l'amélioration au contraire par la Trendelenburg, la majoration des symptômes après les rapports et bien sûr la visibilité et la détection de varices. Donc c'est là où rentre en compte l'imagerie via l'échographie, le scanner ou l'IRM par la visibilité donc de varices pelviennes, de varices vulvaires ou des varices des membres inférieurs ou des reflux donc objectivés par la méthode hémodynamique en Doppler. Donc, une fois qu'on a fait cette classification SVP, comment est-ce qu'on la réalise? Finalement, on la fait par l'imagerie. Donc, c'est pour ça que finalement, l'imagerie, pour moi, vient un petit peu en dernier dans le recours au diagnostic de la congestion veineuse pelvienne. C'est d'abord un diagnostic d'interrogatoire, éventuellement clinique, mais surtout une orientation probabiliste en fonction d'items à l'interrogatoire sur une étiologie veineuse, sur l'histoire de la patiente, sur ses antécédents vasculaires, sur la localisation, sur les signes de sa douleur. Et bien sûr, la description sémiologique ne vient là que pour détecter et caractériser, dans le cadre de la classification SVP notamment, sur la localisation du reflux, sur le mécanisme de celui-ci, et éventuellement les diagnostics différentiels qui doivent être évoqués, bien sûr, pour ne pas plonger dans l'abus qui est d'associer une varice à une douleur dès qu'une patiente a une varice et des douleurs. Et donc, l'échographie, le scanner et l'IRM vont venir en échographie. Il va être l'examen, bien sûr, de première intention pour ceux qui savent réaliser des Dopplers au niveau pelvien, éventuellement par voie endovaginale. Le scanner va avoir une sensibilité très médiocre au niveau du pelvis pour la détection de varices, mais avoir un intérêt de cartographie veineuse préthérapeutique ou de caractérisation des pathologies refluentes obstructives. L'IRM pelvienne va avoir des séquences très intéressantes de sensibilité pour la détection de varicoses, mais elle va avoir des problèmes de spécificité sur les problématiques obstructives, mais elle va être surtout très, très, très intéressante pour les diagnostics différentiels. Et enfin, la phlébographie, dont je parlerai très peu, elle va être surtout orientée par les examens antérieurs, parce que vous savez qu'elle est extrêmement opérateur dépendant, qu'une phlébographie mal réalisée vaut moins bien qu'une bonne échographie Doppler bien réalisée, et qui va surtout être à l'origine d'une cartographie dynamique et anatomique à visée thérapeutique. Donc, surtout, ce qui est important, c'est d'avoir des questions clairement posées. Ce n'est pas douleur, varice, est-ce que c'est congestion, mais c'est vraiment à la recherche d'une étiologie veineuse pelvienne, variqueuse des membres inférieurs pour le médecin vasculaire. Ça va être la problématique de reconnaître l'origine veineuse d'une symptomatologie pelvienne pour le gynécologue. Et le radiologue, c'est surtout adapter son analyse, séquence, son temps d'acquisition à une situation clinique spécifique et d'aller donc caractériser les varices avec des phénomènes hémodynamiques de reflux, d'obstruction et de localisation très, très particuliers à bien décrire pour classifier la varicose. Je pense que j'ai perdu pas mal de temps sur le début du topo, mais grosso modo, l'échographie pelvienne va être extrêmement opérateur dépendant et il faut savoir, bien sûr, diagnostiquer les diagnostics différentiels, donc ça va être plutôt les équipes de gynécologues ou des majeurs de la femme qui vont faire ce genre de travail, mais on est entre deux et l'analyse Doppler, notamment l'étude des reflux par des manœuvres de Valsalva et de compression au niveau de l'abdomen, avec la recherche de points de fuite au niveau pelvien est extrêmement important, vous l'avez compris désormais, puisqu'il s'agit d'une pathologie de stase, et donc il faut l'authentifier, voire même la quantifier et la décrire pour permettre d'en faire le diagnostic et surtout le suivi après la thérapeutique, vous le verrez tout à l'heure. Le scanner a très peu d'intérêt finalement dans le diagnostic, il a intérêt de cartographie et éventuellement de caractérisation du mécanisme lorsqu'on a un doute sur une pathologie de reflux ou obstructive, notamment d'origine congénitale ou post-thrombotique ou compression non thrombotique.
Et l'IRM, elle a vraiment un intérêt sur le diagnostic différentiel, mais ce n'est vraiment pas du tout ma valence, donc je ne vous en parlerai pas. Mais il y a des séquences, bien sûr, très adaptées qu'il faut absolument réaliser. Qui sont, bien sûr, on n'a pas tout à fait les mêmes questions et les mêmes problématiques lorsqu'on cherche une endométriose, une adénomiose, que des varices pelviennes. Donc, les séquences doivent être réalisées en vue de caractériser ces varices, de les décrire, et notamment par des séquences éventuellement de flux, pour en décrire le phénomène de flux et de stase au niveau des réseaux iliaques internes ou gonadiques le plus précisément possible, avec les extensions possibles au niveau périnéal et la recherche de points de fuite au niveau glutéal inférieur, enfin bref, tous les points de fuite possibles. Donc, une fois qu'on a fait la symptomatologie dont on a parlé, une fois qu'on a vu les varices en imagerie le plus précisément possible, il va falloir décrire la physiopathologie de la stase veineuse. Donc, le plus souvent, il s'agit d'une pathologie de reflux par dévalvulation ou acquise post-grossesse, mais il y a aussi des pathologies obstructives qui sont beaucoup plus rares, d'origine thrombotique, non thrombotique ou congénitale, sur des pathologies aussi malformatives. Donc, c'est là où vraiment l'imagerie doit avoir son expertise, notamment sur des données hémodynamiques. Alors, il y a le Doppler aussi, qui est plus du domaine de la médecine vasculaire, mais aussi sur l'expertise de l'analyse de cette imagerie pour ne pas tomber dans le panneau du diagnostic abusif de syndrome compressif au niveau rénal ou iliaque, avec des données d'imagerie qui sont relativement très peu spécifiques. Donc, vous l'avez compris, le diagnostic de congestion ou de troubles veineux pelviens S2 pour la congestion et 3A, 3B pour les varices des membres inférieurs, c'est surtout une histoire d'interrogatoire et d'examen clinique. Donc, pensez bien à l'horaire veineux lorsque vous interrogez une patiente qui va vous orienter vraiment sur la probabilité d'une étiologie veineuse, d'une symptomatologie. Bien sûr qu'il faut faire de l'imagerie, mais ça ne porte pas le diagnostic, ça vous permet juste de détecter, d'infirmer par un diagnostic différentiel et de caractériser selon une classification qui existe et qui est reconnue internationalement, qui est la classification SVP, donc à utiliser s'il vous plaît, sur la détection de la symptomatologie, la détection des varices et le mécanisme physiopathologique. Pourquoi? Parce que si on classifie, on comprend tous de la même manière, et si on comprend bien tous de la même manière, on sera beaucoup plus pertinent et efficace dans notre thérapeutique, car l'utilisation de la classification, ça orientera votre traitement endovasculaire. Voilà. Place à Marine. Merci à Frédéric pour le topo. Ce n'était pas forcément le plus iconographique, mais il était nécessaire. N'hésitez pas à poser des questions sur le chat. Et à toi la parole, Marine. Ok. Alors, je vais vous présenter la prise en charge en radiologie interventionnelle du syndrome de congestion pelvienne. Il va y avoir des toutes petites redites par rapport au topo de Frédéric, mais c'est pour bien enfoncer le clou. Donc déjà, avec la définition, le syndrome de congestion pelvienne, c'est l'ensemble des douleurs liées à la mise en tension des parois veineuses pelviennes et aux processus inflammatoires qui lui sont associés. Et c'est donc une pathologie qui est veineuse, mais à expression gynécologique. Et comme c'était un peu deux mondes qui ne se rencontraient pas vraiment, les angiologues et les gynécologues, ça explique pourquoi il y a eu autant de temps, alors que ça a été décrit déjà dans les années 50, autant de temps à être pris en charge et diagnostiqué, parce que les angiologues voyaient les varices, mais posaient pas forcément les bonnes questions, et les gynécologues voyaient les patients qui avaient mal au ventre, mais ne recherchaient pas de varices. Le diagnostic, Frédéric l'a répété, il est vraiment clinique et c'est aidé après par les examens paracliniques. Il faut savoir le plus important, c'est qu'il faut bien entendu pas traiter toutes les varices pelviennes qui sont vues en imagerie, mais les varices pelviennes qui sont symptomatiques. Et c'est pour ça qu'il faut chercher à tout prix un syndrome de congestion pelvienne quand on voit des varices pelviennes. Laisser complètement tranquilles les patientes si jamais elles sont asymptomatiques. Et si elles ne le sont pas, leur proposer de voir un radiologue interventionnel. Pour le radiologue interventionnel, quel est son rôle? C'est de savoir poser donc les bonnes indications. Il y a les catégories que Frédéric donnait, donc le syndrome de congestion pelvienne typique, les varices des membres inférieurs, les noms d'indications quand il n'y a pas de symptômes, contre-indication absolue s'il y a une grossesse évolutive, une infection non traitée ou une néoplasie pelvienne évolutive, bien entendu. Et c'est avec la classification SVP, mais de manière sans l'exposer. En gros, ce qui est compliqué dans cette pathologie, c'est que ça peut donner des symptômes complètement différents en fonction en fait, du territoire qui coince, de où se développent les varices et où est-ce qu'elles circulent mal et donc elles thrombosent à moitié et donc elles sont symptomatiques.
Donc, si c'est des veines périlombaires, présacrées, ça va donner plutôt des douleurs lombaires. Si c'est périutérin, ça va donner des dysménorrhées. Si c'est périvaginal, des dyspareunies, des douleurs postcoïtales. Des hémorroïdes si c'est périrectal. Si c'est périvésical, et ça, on en a beaucoup des patientes qui commencent à être adressées par les urologues, ça donne des pseudocystites parce que ça irrite la paroi vésicale. Et puis, s'il y a des points de fuite, ça va être des patientes qui vont avoir une insuffisance veineuse au membre inférieur sans forcément trop de douleurs pelviennes ou abdominopelviennes. Et donc, tous ces différents symptômes, ils vont... Je vais peut-être me mettre en diaporama. Hop. Tous ces différents symptômes, ils vont être liés à des étiologies qui peuvent être différentes, parce que ça va pas être... Ça peut, le plus souvent, c'est un reflux de la veine ovarienne gauche, mais ça peut être aussi un reflux des veines hypogastriques isolées, ou bien un facteur compressif, un rétrécissement de la veine rénale gauche ou une veine iliaque primitive gauche. Donc, il faut faire le diagnostic, mais aussi comprendre à quoi est lié ces varices pour proposer le traitement le plus adéquat. Comment est-ce qu'on met tout en œuvre pour avoir un résultat satisfaisant? Le résultat satisfaisant, c'est pas avoir un résultat angiographique parfait et avoir tout bouché. Il faut vraiment avoir, et c'est pour ça que le suivi de la patiente est fondamental, il faut avoir une amélioration clinique de la patiente et donc la suivre sur le long terme. Et il ne faut pas qu'il y ait de complications, bien entendu. Et donc, ça va être une coopération médicale avec des radiologues interventionnels, les gynécos, les médecins vasculaires, les algologues, si les patientes sont dans des douleurs pelviennes chroniques depuis longtemps, paramédicales, notamment en choyant le post-opératoire de la kiné, et puis avec la patiente. Il faut être clair sur les objectifs, il ne faut pas lui dire que ça va être en sortie de bloc, elle va aller mieux, ça va être un petit peu plus long que ça, et voir la patiente dans tout son aspect psychosomatique. Il faut savoir que c'est des patients qui ont erré pendant longtemps, il y a le cercle vicieux de la douleur chronique et de l'hypersensibilité pelvienne, et il faut prendre en charge, il ne faut pas juste boucher la varice. Donc, avant de vraiment rentrer dans le vif du sujet, il faut savoir et comprendre que c'est une pathologie complexe et largement sous-estimée, avec des tableaux cliniques qui peuvent être différents, des types d'atteintes différents qui peuvent aboutir aux mêmes symptômes, qu'il y a une méfiance quand même des correspondants, même si de moins en moins maintenant, il y a une méfiance des patientes, et puis les réseaux experts sont rares, avec peu de standardisation des pratiques. Le risque d'échec, c'est si on n'a pas tout compris et qu'on n'a pas embolisé tout ce qu'il fallait. Si on n'a pas compris l'hémodynamique veineuse, qui est complètement différente de l'hémodynamique artérielle, et si, bien sûr, on embolise des faisceaux fonctionnels. Si on embolise un faisceau fonctionnel, l'agent embolisateur qu'on a utilisé, quel qu'il soit, il risque de migrer, et s'il migre, il migre au niveau des artères pulmonaires. Donc, c'est une intervention qui est fonctionnelle, il ne faut pas nuire, c'est des patients qui sont jeunes, nullipares, mères de famille, et tout échec décrédibilisera complètement les correspondants et donc majorera l'errance médicale. Donc, juste cette diapo, c'est pour vous montrer que douleur pelvienne chronique, ça peut être plein d'étiologies. Il y a des étiologies qui peuvent être associées en fait au syndrome de congestion pelvienne. L'endométriose et les adhérences, ça donne des nodules qui sont rétractiles sur lesquels vont pouvoir se mettre des veines qui vont moins bien être drainées et donc provoquer des varices. De même, l'inflammation provoquée par l'endométriose va favoriser les varices pelviennes symptomatiques. Et la névralgie pudendale peut être provoquée par une compression nerveuse liée aux varices. Donc ça, c'est pas parce que des patientes viennent avec ces diagnostics-là qu'il n'y a pas de syndrome de congestion pelvienne. De même, on peut avoir pas de douleur pelvienne chronique, mais une insuffisance veineuse des membres inférieurs. Et à ce moment-là, il faut traiter comme un syndrome de congestion pelvienne en bouchant les varices pelviennes. Donc ça, c'est la physiopathologie qui va expliquer aussi qu'est-ce qu'on va faire dans l'embolisation. Donc, je vais profiter pour vous expliquer. L'embolisation, on va boucher le reflux, donc les veines qui refluent, qui sont refluentes, et on va boucher les varices. Il faut faire les deux pour être efficace. Donc ça, c'est le retour veineux normal, donc ça va du bout des pieds vers le cœur, de la veine rénale gauche vers le cœur, la veine cave inférieure étant du côté droit, latéralisée à droite, il y a un petit peu plus de chemin pour tout ce qui est du côté gauche pour rejoindre le côté droit, et il va y avoir deux zones qui vont être chez tout le monde un petit peu rétrécies, les hommes comme les femmes, tous les bipèdes. Ça va faire que... Alors, la veine ovarienne gauche, ça bouge, vous le savez tous, dans la veine rénale gauche. Le sang du rein gauche, donc, va avoir tendance, des fois, si ici il y a un obstacle, ou bien si la veine ovarienne gauche s'est beaucoup dilatée à cause de la grossesse, les valvules vont être incontinentes et le sang du rein gauche va avoir tendance à tomber et passer par la veine ovarienne gauche qui va être refluente. Et donc,
Cette veine, elle peut être dilatée, s'il n'y a pas trop de problème, ça va rester, ça va pas être douloureux, mais par contre, les petites veines qui vont drainer ce reflux, qui sont latéro-utérine, latéro-vésicale, latéro-vaginale, elles sont trop petites pour avoir autant de sang et donc elles vont se dilater et en se dilatant, elles vont moins bien drainer et en drainant moins bien, elles vont être en subocclusion, ce qui va créer de l'inflammation, un équivalent des fois de thrombose veineuse superficielle, parce que c'est du réseau superficiel, et c'est ça qui va faire mal. Et d'autres patientes, toutes leurs veines, même si elles sont dilatées, elles drainent très bien et c'est pour ça qu'on peut avoir des varices dilatées ou des veines dilatées mais pas de douleur. Donc les bases thérapeutiques en radio interventionnelle. Déjà, il faut une consultation préopératoire par le radiologue interventionnel. Donc, on a fait l'interrogatoire, on a posé son indication. Maintenant, on va voir qu'est-ce qui va être compliqué dans notre intervention et qu'est-ce qu'il va falloir, à quoi il va falloir faire attention. Donc déjà, en précisant déjà le retentissement. S'il y a un gros retentissement, on y va, on fait l'intervention. Si c'est un retentissement modéré, on attend. Les patientes savent que potentiellement, ça peut s'aggraver à un moment et il sera toujours temps d'y aller, il n'y a pas d'urgence. Ensuite, les facteurs de risque. Est-ce qu'il y a une multiparité? Quel est le morphotype? Les patientes très minces, elles vont avoir tendance à avoir des rétrécissements un petit peu plus marqués au niveau de la veine rénale gauche et de la veine iliaque primitive. Donc, c'est des patients souvent nullipares qui viennent avec déjà des varices. On va rechercher des facteurs qui rendent le post-opératoire plus difficile. Plus la douleur a été longue et avec une errance diagnostique, plus les suites vont être un petit peu compliquées. Il faut savoir les gérer. S'il y a un syndrome anxio-dépressif qui s'est rajouté, s'il y a une atteinte neuropathique à force, ou l'hypersensibilité pelvienne, est-ce qu'il y a une consommation médicamenteuse, notamment de palier 3, qui peuvent rendre le post-op très compliqué. Est-ce qu'il y a une endométriose associée et est-ce qu'il y a une contre-indication aux AINS? Parce que les anti-inflammatoires en post-opératoire, ça rend bien service. Est-ce qu'il y a un syndrome compressif, donc veine rénale, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, veine rénale gauche, veine iliaque primitive gauche? C'est très rare, mais il faut l'anticiper s'il y en a un. On explique l'intervention, on explique les soins post-opératoires, les suites, on obtient le consentement éclairé et la notice d'information. C'est bien d'avoir une consultation avec un gynécologue quand même, si la patiente vient de son propre fait, pour qu'il y ait le suivi, pour être sûr que tout soit bien cadré, notamment sa contraception, etc. La consultation avec un anesthésiste, c'est obligatoire avant toute chirurgie. Donc, pour cette intervention-là, ça peut être quand même bien parce que ça, pour maîtriser l'antalgie post-opératoire et puis surtout pour l'analgésie et la gestion de l'anxiété. Et c'est donc obligatoire depuis l'accident de Chevennes. C'est pour ça qu'il y a sa photo. Les considérations générales thérapeutiques. Il n'y a pas de chirurgie des varices pelviennes. On n'enlève pas l'utérus, on ne va pas enlever les varices, on n'enlève pas les varices spécifiquement parce qu'il faut voir ça presque comme une malformation veineuse. Il y a plein d'afférences et donc il n'y a pas de chirurgie qui soit efficace. Il n'y a pas de traitement médicamenteux qui fasse fondre les varices, bien entendu, et donc le traitement, il est endovasculaire par embolisation. Toutes les varices doivent être embolisées parce que si on laisse une grosse varice et qu'on a traité le reflux, il va y avoir un effet siphon, une pression négative, ce qui fait qu'elle va se développer pour son propre compte. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment avoir l'ensemble des varices. En pratique, donc on fait une phlébographie abdominopelvienne dans le même temps que l'embolisation. C'est déjà assez compliqué d'atteindre les varices, donc c'est un petit peu dommage la plupart du temps d'accéder aux varices et puis de pas boucher dans le même temps. Après, chaque équipe fait a ses modes de fonctionnement. Et donc, c'est un examen qui se passe au bloc opératoire et souvent, il y a quand même besoin, dans notre pratique, de faire 2 interventions parce que quand on commence à emboliser un territoire veineux, on va créer du spasme, mais on aura du mal à atteindre un autre territoire veineux variqueux qu'on voulait obtenir. Parce que la plupart du temps, les varices se sont développées du côté gauche et droite et avoir les 2 côtés, c'est possible, mais ce n'est pas la norme, en tout cas dans ma pratique. Et donc, il faut un opérateur entraîné parce qu'il faut les chercher, les varices, et je vais vous expliquer pourquoi. Moi, j'aime bien m'orienter sur l'IRM. J'ai l'échodoppler pour comprendre les reflux ou sur les varices, mais l'IRM, ça me permet d'avoir dans l'œil à quoi ressemblent les varices et ça me permet de m'acharner à chercher les varices si je ne les vois pas. Si je vois des gros paquets variqueux sur cette IRM-là, en séquence axiale T2, je vais chercher plus longtemps et ça me donne une idée de la morphologie qu'elles ont. Sinon, j'ai l'impression de chercher une aiguille dans une botte de foin. Donc, pareil, là, c'est
Qu'est-ce qu'il faut comprendre en phlébographie? En phlébographie, donc dans des veines. Donc, on injecte à l'inverse du flux. Quand on injecte dans une artériographie notre produit de contraste, il est dans le sens du flux, on va voir l'aval. Donc, on va toujours voir ce qu'on cherche. Quand on fait une phlébographie, on injecte à l'inverse du flux. Notre produit de contraste va être drainé vers le cœur. Donc, en fait, tant qu'on n'a pas passé toutes les valvules et qu'on n'est pas dans la varice, on ne pourra pas exclure la varice ou pas. Et c'est pour ça que Frédéric disait tout à l'heure qu'il vaut mieux un écho-doppler bien fait qu'une phlébographie faite par un opérateur qui n'est pas entraîné. L'exemple ici, où la sonde, elle est à cet endroit-là, donc tout ça, c'est des veines qui ont l'air totalement normales, bien valvulées, sans varice visible, et on a mis la sonde ici, on a injecté. Ici, c'est la même patiente, on reconnaît l'anatomie de cette patiente, et on a juste mis notre sonde un tout petit peu plus loin, on a passé la valve, et là, on voit l'étendue des varices, qui sont donc périvésicales, qui plongent en varices vulvaires, latéro-utérines et paramétriales. Et donc, c'est pour ça que moi, j'aime bien m'aider de l'IRM pour vraiment savoir ce que je cherche et aller jusque-là. Donc, le jour de la procédure, c'est généralement des procédures qui se passent en ambulatoire. On prépare la patiente, ça c'est classique. Il ne faut pas oublier de faire vider la vessie parce que c'est un enfer si elle est remplie. Elle va tout de suite se remplir de contraste et on ne verra rien. Il n'y a pas d'antibioprophylaxie nécessaire. Et donc, ça c'est du classique, je passe. Les trucs et astuces. Donc, la voie d'abord, chacun a sa voie d'abord de prédilection. La plupart du temps, c'est la voie fémorale droite. Donc, droite si on veut faire le côté gauche, gauche si on veut faire le côté droit. Et la voie basilique, qui est très bien, que moi j'aime beaucoup, qui nous permet d'arriver en gros en face du réseau hypogastrique et de faire la droite et la gauche dans la même intervention. À savoir juste que si on fait une voie brachiale, il faut utiliser un désilet qui soit suffisamment long pour être dans la veine cave inférieure, parce qu'à chaque fois qu'on passe dans le cœur, on va déclencher des extrasystoles. C'est des patientes un peu stressées et jeunes et elles vont être assez sensibles. Et donc, autant passer directement le désilet de 55 cm et puis d'être tranquille après. Les sondes, on utilise plutôt du 4 ou du 5F. Chacun a sa sonde, pareil, favorite. J'ai mis un peu les plus fréquentes. Il faut savoir qu'une veine, donc ça spasme et ça peut extravaser. Donc, il faut toujours, avant d'injecter à l'injecteur, bien faire une petite acquisition à la main douce, parce qu'on n'aura pas de reflux, on n'est pas dans une artère, mais au moins injecter un petit peu doucement pour être sûr qu'on n'est pas contre la paroi, parce que ça peut faire arrêter l'intervention, c'est dommage. Et pour cathétériser une veine, c'est un petit peu l'inverse d'une artère, il faut vraiment avoir suffisamment de support. Donc il faut appuyer le plus loin possible sa sonde et après lancer le guide Terumo, 0,35, il faut vraiment beaucoup de support et il faut descendre le plus bas possible sa sonde porteuse. Pareil pour le microcathéter, à partir du moment où on l'utilise, on faut vraiment mettre la sonde le plus bas possible. Et pour passer une valve, des fois, il faut faire pousser la patiente, donc c'est bien qu'elle soit réveillée pendant toute la phase exploratoire de phlébographie. Faut qu'elle participe, il faut l'avoir prévenue avant. Et des fois, en injectant doucement du contraste, qui est un petit peu hyperosmolaire, ça permet un peu d'ouvrir la valve et il faut attendre. Voilà, donc je vais vous montrer une phlébographie embolisation en prenant un cas pratique et on va avancer étape par étape. Donc, cette patiente de 39 ans, G3P3, qui a une douleur pelvienne chronique depuis son dernier accouchement en 2019, qui sont plutôt à gauche, mais qui sont bilatérales. Et le cas classique où elle se réveille le matin, elle n'a pas de douleur, et puis au fur et à mesure de la journée, elle a de plus en plus mal au ventre, surtout quand elle reste debout longtemps. Et puis, il y a des dysménorrhées, mais on l'a mis sous cérazette. Et puis, elle a des dyspareunies avec des douleurs post-coïtales très marquées et qui durent vraiment plusieurs heures. Il y a une dysurie en viprescence urinaire, et puis au membre inférieur, elle n'est pas gênée à gauche, mais par contre, elle a une grosse lourdeur de la jambe droite. L'échographie pelvienne, donc nous, on a la chance d'avoir des doppléristes de talent qui nous font un bilan très précis avec une montre qu'il y a une insuffisance veineuse majeure de la veine ovarienne gauche, d'importantes varices pelviennes et du plancher pelvien, et un point de fuite P, donc pudendal, 2/3 à droite. Le scanner qu'elle a fait parce qu'elle avait mal au ventre, on n'a pas demandé, mais on l'a, donc on le regarde, montre une veine ovarienne gauche très dilatée et une veine ovarienne droite également dilatée. Et l'IRM pelvienne montre qu'il n'y a pas d'endométriose, mais confirme les varices. Donc là, voilà les varices
sur les séquences axiales T2. Et puis, on voit donc la grosse dilatation de la veine ovarienne gauche. On voit qu'il n'y a pas de syndrome compressif ici. Je ne vous ai pas montré en iliaque, mais il n'y en a pas. Et une dilatation de la veine ovarienne droite. Donc, la dilatation de la veine ovarienne droite, c'est soit lié à un reflux, mais la plupart du temps, c'est que c'est un réseau qui est vicariant. C'est-à-dire que il y a un reflux dans la veine ovarienne gauche, c'est drainé par les veines myométriales et ça remonte après par la veine ovarienne droite. Mais à un moment, elle va tellement se dilater qu'elle va faire aussi un reflux et donc elle va pouvoir, pour son propre compte, alimenter les varices. Donc, on commence la phlébographie, on a ponctionné en fémoral droit sous échographie, mis un désilet 5F et puis on injecte. Et là, c'est la première phlébo où on fait un petit peu pousser la patiente, donc je vais vous montrer ici, et donc on injecte et on voit déjà qu'il y a, en valsalva en tout cas, un reflux au niveau de la glutéale inférieure et puis un petit peu du tronc postérieur et de l'utéro-pudendal. Quand il y a un reflux comme ça montre souvent qu'il y a une hyperpression veineuse pelvienne. Donc, du fait du reflux de la veine ovarienne gauche, il y a trop de pression ici et puis ça aspire, ça fait comme un siphon de lavabo en fait. Et c'est pour ça qu'on a un reflux à ce niveau-là, mais qui sera réglé par l'embolisation de la veine ovarienne gauche. Ensuite, on se met dans la veine iliaque gauche et là, on réinjecte. Et je vous ai montré des images parce que ça, c'est un May-Turner. Donc, on voit qu'il y a la veine lombale ascendante qui est développée. On voit que la veine iliaque primitive gauche, donc c'est pas la patiente, hein, mais c'est juste pour vous le montrer. Donc, la veine iliaque primitive gauche, elle est étalée. Donc, comme elle est étalée, ça veut dire qu'elle est comprimée. Et c'est pas comme une artère qui est très rigide et on voit les sténoses. Là, l'endroit de la compression, c'est l'endroit où elle est le plus étalée. Il faut regarder un scanner pour se rendre compte. Et quand on injecte en phlébographie, on va avoir ce qu'on appelle un aspect en demi-teinte, un peu grisou. Il y a moins de produit de contraste parce qu'il est étalé du fait de la compression. Et on voit qu'il y a des voies de dérivation via la veine sacrée, via d'autres choses. Ça passe par la gauche pour remonter. Et donc, chez notre patiente, il n'y a pas ça. Il y a une belle veine iliaque qui est bien présente, avec quand même un reflux dans la veine lombale et dans le réseau profond. Ensuite, on va rechercher la veine ovarienne droite, donc je vous la montrerai après. On va injecter dans la veine rénale gauche, et c'est là que, soit on cherche un nutcracker syndrome, mais c'est très rare, soit un reflux de la veine ovarienne gauche. Donc chez cette patiente, on injecte 12 à 4 cc dans la veine rénale gauche, qui est un petit peu, vous voyez, elle a une anatomie qui favorise probablement le reflux parce qu'elle regarde vers le haut, là, elle est un petit peu, on a l'impression qu'il y a une ptose du rein. Et donc, on voit un très volumineux reflux dans la veine ovarienne gauche qui est plexiforme, il y en a plusieurs. Donc, ça veut dire aussi qu'en embolisant, il va falloir aller dans toutes ces branches, sinon on risque il risque d'y avoir une récidive. Et on voit quasiment rien dans la veine rénale gauche intrapince, donc dans la pince aortomésentérique. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est l'effet siphon, il y a un vol ovarien, la veine ovarienne est tellement dilatée qu'il n'y a quasiment pas de sang qui passe dans cet endroit-là, mais on se dit que si on la bouche, le sang va être redirigé comme il faut dans la veine rénale gauche et que ça va très bien se passer. On descend notre sonde, on va le plus bas possible, et quand on injecte, qu'est-ce qu'on cherche? On va enfin voir les varices, on va enfin voir en valsalva si elles drainent, enfin si elles alimentent des varices du plancher pelvien, et on va surtout voir si notre produit de contraste il est drainé très facilement par la veine iliaque, enfin le tronc hypogastrique. Si c'est le cas et que notre produit de contraste il file vers l'hypogastrique, ça veut dire que notre agent liquide, si on en utilise, va aussi filer, et donc il faut faire très attention et bien se positionner pour pas mettre de colle dans l'hypogastrique qui va remonter après vers les poumons. Donc là, c'est encore une fois pas la patiente, je vous la remontre après, mais c'est pour montrer quand on injecte le drainage via les veines latéro-utérines, paramétriales, en valsalva, tout file vers des varices vulvaires, très importantes, côté gauche-droite. On voit que c'est une patiente qui a été opérée des membres inférieurs parce qu'il y a des petits clips. Et tout au début, je ne sais pas si vous avez vu, mais on voyait quand même qu'il y avait un petit drainage hypogastrique. Donc ça, il faut se dire qu'on va descendre son micro-caté en aval pour être sûr que la colle ne file pas à cet endroit-là. Donc là, on retourne à Madame Z. Donc là, j'injecte au niveau de la veine ovarienne tout en son tiers inférieur et on opacifie des grosses varices latéro-utérines gauche qui se drainent via myométriale. On voit presque en soustraction de l'utérus. Des grosses varices latéro-utérines droite également. Et
un point de fuite, donc des varices utéropudendales et qui vont vers un point de fuite P droit, donc exactement comme à l'écho-Doppler, vous avez vu, il n'y a pas du tout de varices, ou pas beaucoup en tout cas du côté plancher pelvien gauche, et ça explique les symptômes de la patiente, plus de douleur au membre inférieur droit, et ça explique l'écho-Doppler qui montre un point de fuite P droit. Et on voit un drainage, alors je ne vous ai pas montré jusqu'au bout, mais on voit un drainage vers la veine ovarienne droite qui a l'air donc d'être vicariante. Ça, c'est une scopie quelques minutes après l'injection et on voit que tout stase. Donc, ça va vraiment bien avec le fait que rien n'est drainé et il explique les douleurs. Tout est piégé et tout stagne. Et le sang, c'est pareil, ça stagne complètement et c'est pour ça que c'est douloureux. Alors, on embolise cette patiente, donc on embolise les varices qu'on a vues. Ça se draine très facilement vers la veine ovarienne droite, donc je m'étais arrêtée ici, et on embolise dans le même temps la veine ovarienne gauche. Donc là, on est plus ou moins content. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas eu du tout ce qu'on voyait ici, qui est plus bas. On ne l'a pas eu, le produit est resté là. Donc on se dit qu'on va devoir passer par voie hypogastrique pour aller chercher ces varices. Or, j'ai piqué à droite, et puis il faudrait aller ici. C'est quand même pas facile anatomiquement, donc probablement une deuxième intervention. Une fois qu'on a embolisé, il faut toujours vérifier la veine rénale gauche pour être sûr qu'elle passe bien. Et là, j'essaye quand même d'aller dans la veine ovarienne droite et puis de voir si ça alimente des varices. Alors, ça ne marche pas la vidéo. Ah oui, c'est parce que c'est celle-ci. Et donc, quand je suis dans la veine ovarienne droite, on voit qu'il y a des petites varices côté droit qui restent, mais globalement, c'est drainé par le réseau hypogastrique et on ne va pas atteindre ce point de fuite P qu'on voyait. Donc, je me suis arrêtée là pour cette première intervention et vous voyez ce qu'on voyait ici, on ne l'avait pas là. Donc, je m'arrête là et je sais qu'il reste des points de fuite à emboliser et qu'il reste des varices résiduelles, plutôt du côté droit, un petit peu du côté gauche aussi. Donc, je reprévois un mois plus tard l'intervention. Un mois plus tard, je passe par voie brachiale et là, je vois donc déjà ce paquet varicula qui était quand même assez gros et assez stagnant. Et côté droit, on voit ce paquet varicula qui était visible en fait lors de la toute première intervention, mais là, ça y est, on est pile dedans et on peut l'emboliser. Je veux juste vous remontrer cette petite diapo-là pour vous montrer le support qui est nécessaire en fait quand on est dans des varices, on a mis notre sonde le plus loin possible, c'est pour vous montrer qu'est-ce qu'il faut faire avec le micro-cathé. Il faut vraiment aller le plus loin possible dans la varice, passer les valvules et avoir suffisamment de support. Là on sait que, parce que la phlébo, qu'il y avait des choses assez basses, et on lance son micro-cathé pour aller vraiment le plus loin possible pour emboliser le plus complètement possible. Alors, ensuite, donc on a opéré cette patiente. L'obsession, c'est la prise en charge de la douleur en post-opératoire, donc des protocoles de soins, les anti-inflammatoires, faire un protocole qui soit précis, avec des paliers 1 plus kétoprophène, oméprazole, spasson, et puis si insuffisant, Acupan, voire tramadol ou palier 3. Généralement, c'est 5-7 jours d'arrêt de travail après chaque intervention. Les complications de suivi, la morbimortalité, elle est très, très faible. Les complications majeures, ça sera la migration de l'agent embolisant. On s'en rend compte au moment de l'intervention et donc on est censé s'arrêter. À distance, c'est quand même rarissime. Les complications de point de ponction, bien qu'on soit dans une veine, l'allergie et les suites attendues, les suites vont être quand même assez douloureuses. Pourquoi? Parce qu'on a fait une thrombose des varices, il y a une réaction inflammatoire qui se fait, et puis parce que on ne va pas mettre complètement, même si on utilise le meilleur des agents liquides ou quoi que ce soit, on ne va pas mettre des kilos de colle non plus, donc ça va se compléter au cours des mois suivants. On a bouché, et puis le temps que ça s'affaisse, ça va créer cette réaction inflammatoire par la thrombose in situ des varices. Si c'est au contact de la vessie, ça peut faire des cystalgies, voire des fuites urinaires. Il faut prévenir les patientes. Et puis, si c'est des patientes compliquées avec des douleurs depuis longtemps, il ne faut pas hésiter à être pluridisciplinaire, la kiné, la rééducation, prise en charge sexologique.
S'il y a des varices des membres inférieurs ou vulvaires, c'est bien de refaire un échodoppler à 3 mois. Si c'est toujours persistant, on pourra proposer une prise en charge locale. Donc, faut suivre les patientes. Nous, on suit dans la semaine avec un suivi téléphonique et contrôle clinique ou mieux par échodoppler à 2-3 mois. Et voilà. Je vous parle très rapidement. Donc, s'il y a un May Turner, quelle est la solution? C'est le stent avec un aplatissement complet, il n'y aura plus de collatéral, donc ça veut dire que le stent est perméable. Notre cracker, il y a pas mal d'alternatives. Le stent fonctionne bien quand il est positionnable et que c'est anatomiquement possible. Après, il y a plein de chirurgies possibles, mais c'est quand même mieux que ce soit moins invasif, le stent. Et donc, le vol ovarien, même si je vous en ai parlé, c'est vraiment le fait que il y a un effet siphon de la veine ovarienne gauche et quand on réinjecte après avoir embolisé, ça passe dans la veine rénale sans aucun problème. La littérature montre qu'il y a une amélioration clinique prouvée, donc il y a pas mal d'études depuis 2001. Je vous présente très très rapidement, parce que je crois que j'ai dépassé, la série du CCN de Quentin, qui montre sur 327 patientes traitées qu'il y a une amélioration des douleurs. Alors, là, c'était ça montre les patientes, mais l'amélioration de la qualité de vie, de bonne amélioration dans quasiment 90% des cas. Et surtout, ça va agir sur la douleur pelvienne chronique, les douleurs post-coïtales, les douleurs aux jambes, les dyspareunies, les dysménorrhées. Voilà, donc je me répète encore, mais l'importance fondamentale du suivi des patientes, ça marche quand on sait ce qu'on va traiter, quand on a compris comment ça marchait, l'hémodynamique veineuse, et quand on a compris qu'il fallait une embolisation complète des reflux et des varices. Et donc, c'est vraiment important de savoir que c'est une intervention fonctionnelle et qu'il ne faut surtout pas nuire aux patients. Merci, c'était très intéressant, très complémentaire. Peut-être que Gilles Soulez, qui a eu la patience d'écouter les deux topos, a envie de prendre la parole. Éventuellement, le professeur Frandon aussi qui nous a rejoint. Donc, merci Farouk. D'abord, bravo à Marine puis Frédéric. C'était des excellents topos. Je suis tout à fait d'accord donc sur l'évaluation clinique. En ce qui concerne les Dopplers, nous, on les fait nous-mêmes parce que, personnellement, je trouve que dans la consultation, le fait de faire le Doppler, notamment quand il y a une pathologie veineuse des membres inférieurs associés, en position debout, par exemple, et puis demander à la patiente exactement où elle a mal, qu'elle vous met le doigt là où elle a mal, ça aide beaucoup à orienter pour mieux diagnostiquer les points de fuite. Donc, on a tendance à faire le Doppler nous-mêmes. Ce n'est pas un examen vraiment complexe, ça s'apprend assez bien. Deuxième point, plus pour Marine. Pour la préparation de la patiente, nous, on aime ça mettre une sonde urinaire. Puis j'aimerais savoir si les gens mettent systématiquement une sonde urinaire. Mais quand la procédure est longue, je trouve que ça aide quand même de ne pas avoir le contraste dans la vessie. Un petit point technique aussi, la table tiltante. Donc, moi, j'aime beaucoup la table tiltante, donc à 25 degrés. Ça aide beaucoup avec le Valsalva pour aller trouver les points de fuite. Ça, c'est un point qu'en tout cas, qui m'aide parfois quand c'est difficile à trouver, là, notamment au niveau pudendal interne. Maintenant, c'est le point de l'agent. On ne va pas se battre sur les agents, mais c'est sûr que nous, on a une approche qui est peut-être ancienne, mais on a tendance quand même distalement toujours aller le plus loin possible dans la varice qu'on arrive par voie ovarienne ou qu'on arrive par voie donc d'une tributaire de la veine iliaque, le plus loin possible, et puis mettre donc de la mousse sclérosante qu'on mélange avec du lipiodol pour bien voir exactement ce qu'on fait. Et après, donc, finalement, à l'origine de la veine tributaire, si c'est une veine iliaque, une tributaire de l'iliaque interne, ou au niveau de la veine ovarienne, on va mettre donc des cols pour faire l'occlusion mécanique. Disons qu'avec cette approche-là, je trouve qu'on a assez peu de récurrence sur le territoire embolisé, mais on contrôle assez bien ce qui se passe parce qu'on ne se barre pas la route avant de fermer. Donc ça, c'est quelque chose que j'aime. Et j'aimerais aussi avoir votre avis sur les ponctions vulvaires directes. Personnellement, moi, j'aime beaucoup utiliser la mousse à ce niveau-là parce que la colle peut faire de l'extrusion parfois. Puis l'autre point, mais ça c'est plus théorique, je ne le sais pas, quand vous mettez de la colle dans les varices très dilatées, il reste un caste.
Donc, peut-être je suis naïf et trop optimiste, mais je pense quand même que si on met de la mousse puis que ça guérit, puis qu'on a occlut mécaniquement, on aura peut-être plus d'opportunités que la veine shrink, mais je ne sais pas. Alors, c'est ça, j'aimerais savoir vos commentaires sur ça. Mais encore là, il n'y a pas d'approche. Je pense qu'il est important, c'est d'utiliser ce avec quoi tu es à l'aise, hein, comme toujours. Ben, la dilution de code aussi, j'aimerais savoir la dilution que tu prends, Marie. La dilution, je prends un col et lipiodol, mais je mets un tout petit peu plus de lipiodol quand même. Un tout petit peu plus. Et pour ce qui est varices vulvaires, c'est aussi mousse sclérosante. Alors des fois, en mettant un petit peu de lipiodol dedans pour contrôler pour contrôler en scopie. Pour ce qui est de la sonde urinaire, la plupart du temps, en vidant la vessie avant, ça suffit. Et quand c'est un petit peu trop long, on fait un sondage aller-retour et que ça nous gêne, on fait un sondage aller-retour, mais ça reste pas la norme. Et c'est vrai qu'on ne met pas la sonde urinaire de manière systématique. Voilà. Pareil, la sonde urinaire, on la met. Enfin, parfois, je regrette. Je tape des pieds en salle en me disant mince, on voit plus rien, etc. Et on regrette, mais c'est rare quand même. Concernant les agents embolisants, je pense que plus que de parler d'agents, je pense qu'il faut parler de méthode et de endpoint. C'est-à-dire que je pense qu'on est tous d'accord pour dire que finalement, le traitement, c'est la stase, donc l'origine qui est le reflux et ses conséquences hémodynamiques. Donc, le cluster, les varices et les communications, c'est-à-dire les points de fuite qui peuvent être la source de récidive. Après, je pense qu'il faut maîtriser ces agents. Il ne faut pas être dogmatique dans le sens où, de toute façon, la littérature ne nous permet pas de l'être, d'une part, puisqu'on n'a toujours pas fait d'études comparatives des techniques, d'ailleurs basées sur une classification. Mais je pense qu'il faut maintenant avoir les mêmes objectifs thérapeutiques, donc cliniques, qui sont basés sur le traitement de la stase, qui doit être objectivé par Doppler et par phlébographie, aussi sélectif que possible. Et après, il faut tout simplement les traiter de manière sécurisante et sécuritaire. C'est sûr que de basader de la mousse sans lipiodol dans un point de fuite qui va se drainer très très vite dans une IAC interne, ça va faire frissonner votre patiente et ça ne va pas être très efficace. Alors que le contrôler avec un coils ou de la colle ou les deux, et après remplir cette varicose par de la sclérose comme on fait dans toutes les varices de malformations notamment vasculaires, ça reste des options. Je pense que c'est l'anatomie qui va guider le traitement et la compréhension hémodynamique locale. Et par exemple, pour les varices vulvaires, moi aussi, je suis très, très ponction percutanée directe, que ce soit des ligaments ou des varices vulvaires. J'avoue que si ça va très, très vite, et j'ai tendance à utiliser de la colle, personnellement. Alors, c'est vrai que les suites sont un peu plus difficiles, mais vraiment, pour avoir fait parfois plusieurs séances de sclérose avec des reprises, je n'ai jamais regretté d'avoir fait de la colle. Bien entendu, il faut absolument être certain de ne pas faire d'extravasation, sinon c'est cata. Mais je pense que le message pour moi, c'est vraiment l'objectif. Il doit être guidé par la clinique et surtout la localisation de la stase et la compréhension du mécanisme. Et c'est plus ça que l'utilisation de sclérose, d'onyx et l'association d'ailleurs de différents agents embolisants. Parce qu'il y en a qui font du sclérose et de l'onyx, il y en a qui font que de la colle, il y en a qui font coils et sclérose, d'autres coils et colle. Je pense que finalement, c'est juste la compréhension de ce qui se passe qui compte. Ok, merci. Donc, il y a quelques questions sur le chat. Donc, je vais les poser, puis vous répondez comme vous le sentez, un à un. Peut-être Gilles, pour commencer. Est-ce que tu traiterais une patiente qui a toujours un désir de grossesse dans le futur? Je connais la réponse, mais… Oui, pour moi, ce n'est pas une contre-indication de traiter une patiente qui a un désir de grossesse, définitivement. J'expose juste l'irradiation, mais globalement, parce que souvent il y a une confusion avec l'embolisation utérine, parce qu'elles vont toujours regarder sur le web. Donc, je clarifie que c'est différent. Donc, oui, donc je vais le faire. Et tu t'autoriserais de mettre un stent s'il y avait une compression, si on est dans le cadre d'une compression May-Turner ou Nutcracker? Écoute, d'abord, bon, pour ce qui est du May-Turner, il n'y en a pas tant que ça. Je pense que le problème des Américains, c'est qu'ils bon, font des IVUS systématiques. Puis honnêtement, sur l'IVUS, là, on surestime le May-Turner, c'est mon impression. Bon, nous, on n'a pas les moyens de faire les IVUS à tout le monde.
Et puis honnêtement, dans ça, on en a fait beaucoup aussi. Puis des vrais méturneurs reliés, j'en ai peut-être vu moins qu'une dizaine sur plus de 350 patientes. J'ai vu plus souvent des nutcrackers, honnêtement. Je pense que le nutcracker, ça aussi, c'est une question que j'aimerais vous poser. Quand j'ai un nutcracker, je vais d'abord emboliser la veine ovarienne. Et puis après, je vais reprendre mes pressions pour voir si c'est pertinent de stenter ou pas. Parce que comme l'a très bien dit Marine, au début, ça draine, puis en fait, c'est une voie de dérivation. Donc, le vrai gradient, à mon avis, doit être mesuré après avoir traité la voie de dérivation. Donc, je ne sais pas ce que vous faites. Mais pour moi, pour la grossesse, s'il y a un vrai nutcracker, je pense qu'il faut le traiter, en tout cas, avant. Marine, tu veux répondre? Oui, déjà pour le May Turner, moi je sais que au niveau des patientes, effectivement, c'est rare, peut-être un petit peu moins dans la pratique. Dans ma pratique, je trouve que 10 sur 300, il y en a un petit peu plus. Mais surtout, je me dis que s'il y a une grossesse là-dessus, il y a un gros risque de thrombose, que l'EP chez la patiente dans le postpartum immédiat, c'est souvent lié quand même à un gros thrombus au niveau de la veine iliaque primitive gauche. Donc, s'il y a un désir de grossesse, c'est une des seules raisons qui va un petit peu plus presque me motiver à traiter, en me disant que ça va être plus simple, sachant que elles vont avoir effectivement des traitements par le Venox en préventif à partir du à la fin du premier trimestre, nous c'est notre protocole, mais que au moins il n'y a pas de risque de P grave ou de thrombose veineuse profonde ou extensive. Pour ce qui est du nutcracker, je fais un peu pareil, c'est-à-dire que j'embolise, sauf si vraiment sur l'anatomie c'est terrible et qu'il n'y a rien qui passe et qu'il y a le plexus réno-azygolombaire, la veine surrénalienne, on en voit comme ça des choses historiques, mais si c'est un petit peu une zone de gris, j'aurais tendance à occlure la veine ovarienne gauche, faire la phlébo de contrôle. Si ça passe pas très bien, des fois une petite angioplastie pour lever des synéchies, et puis prévenir la patiente et refaire une phlébographie ou un échodoppler 15 jours, 3 semaines après. Si ça passe bien, on est très content, on s'arrête là. Et puis si ça coince ou s'il y a une hématurie, il sera toujours temps à ce moment-là de stenter. Je me permets. Je pense qu'il faut personnellement pas parler de nutcracker et de May Turner. Je pense qu'il faut parler de pathologie de stase, de reflux éventuellement favorisés par des problématiques obstructives, post-thrombotiques ou non thrombotiques, parce que je pense qu'il faut être digne et parler de la classification avant tout. Et je pense surtout qu'il faut arrêter de parler d'obstruction dès qu'on parle de congestion. Il faut d'abord bien parler de reflux, de stase, et bien diagnostiquer ces patientes et les traiter correctement avant d'aller traiter des obstructions, parce que dans 99% des cas, lorsqu'on est très complet sur l'ensemble de la stase et des reflux, les patientes deviennent asymptomatiques, largement, suffisamment peu symptomatiques pour ne pas aller beaucoup plus loin, et que traiter forcément des tonalités phlébographiques ou des voies de dérivation ne rend pas forcément service. Ce que je veux dire, c'est que souvent, il y a des phlébographies qui font peur à se faire vriller les coronaires après les embolisations des gonadies qui ne sont que des vols, et on se dit « Ouh là là, elle va thromboser sa veine rénale, vite, mettons un stent », et qu'en fait, il ne se passe absolument rien. D'ailleurs, je me fiche complètement du gradient, qui est décrit d'ailleurs sur des séries complètement absurdes, de petites séries, et avec des prises qui sont très variantes d'un opérateur à l'autre, si on est dans le HIL ou pas, et qui sont d'ailleurs variants d'un opérateur à l'autre, et d'ailleurs 3 mm de mercure sur des variabilités intra- et interobservateurs de l'ordre de 33% minimum, je ne sais pas quoi en faire. Donc, c'est vraiment clinique. Donc, on embolise les reflux, on objective éventuellement, en effet, une demi-teinte ou des voies de dérivation qui nous font « Ah, attention, peut-être il y a une participation obstructive », mais surtout, on voit ce que ça donne cliniquement, et dans la plus grande majorité des cas, il ne se passe rien pour la patiente, si ce n'est qu'elle va mieux sur son reflux, et on n'en fera rien d'autre. Par contre, en effet, je suis d'accord qu'il faut savoir prévenir les patientes quand même, parce que se mettre dans une situation anatomique compliquée, de ne pas savoir la gérer, c'est aussi un problème. Et donc, en effet, savoir mettre des prothèses s'il le faut, mais si bien sûr, on a d'abord traité tous les reflux. Et avoir des gradients, ce n'est pas une bonne chose, à mon avis, c'est vraiment des critères cliniques et éventuellement échographiques de perte de la modulation de la veine, qui, à mon avis, est au premier plan. Voilà, mon point de vue. Les gradients simultanés, quand même, en tout cas, si tu les prends simultanément, ce n'est pas inintéressant. C'est sûr que c'est pas, la clinique est importante, là,
Mais une fois encore, comme dit par toi et Marine, c'est bien rare qu'on va stenter une veine rénale d'emblée. Je suis outrancier, hein, parce que je pense qu'on parle souvent de pathologie obstructive et en fait, on oublie l'essentiel qui est finalement la stase et le reflux, quoi. C'est tout. Ça, je suis d'accord, tout à fait. Tout à fait. Est-ce que vous utilisez la table tiltante, vous, ou pas? Ouais. Ouais, tout à fait, ouais. C'est hyper bien, notamment pour les ponctions directes des varices vulvaires, je trouve ça vraiment bien. Puis même à la clinique, nous, on a la clinique Doppler, on a les civières sont tiltantes. Ça, c'est quand même pratique aussi. Et justement, là, ça répond à moitié une des questions, mais la plupart font ça avec des patients conscients, vigiles, pour pouvoir faire du Valsalva. OK. Sédation. Sédation, mais que tu gardes le contact avec la patiente pour qu'elle puisse pousser. Parfait. Et sinon, rachianesthésie, des ponctions périnéales. Super, merci. Je pense qu'on a répondu à toutes les questions. On a même évité le clash pour répondre à Jérôme. Julien Frondon nous a rejoint là, il y a une bonne demi-heure. Il a attendu patiemment, mais je pense que c'est à lui maintenant de dire le dernier mot. Alors, merci Farouk, merci à tout le monde. Donc, merci Marine et Fred pour les topos. Donc, ce qui est très intéressant et pour les jeunes, hein, ce qui est important, c'est que vous avez bien vu qu'il y a une grosse part de la clinique et vous avez bien vu aussi que c'est assez compliqué et que tout n'est pas établi et qu'on a encore du travail à faire parce qu'on voit sur la sélection des malades, c'est pas simple. On voit que sur le traitement aussi, on n'est pas tous d'accord. Et le message à retenir, c'est très important, c'est que c'est pas parce qu'il y a une varice qu'il y a un syndrome de congestion pelvienne. Donc, il faut y penser, mais il faut interroger les patientes. Et pour vous aider dans vos démarches, on a fait un groupe avec notamment Vincent Lepenec, Quentin Sénéchal qui sont connectés. J'ai vu également dedans, il y a bien sûr Marine, il y a Fred, il y a Charles aussi, j'ai vu qui était connecté. Il y a Farouk aussi qui joue et Pierre-Antoine pour Marseille. Et en fait, on réfléchit à faire des recommandations pour vous guider, en fait, pour vous donner un petit peu la base, parce qu'on a vu que c'était pas simple. Il y a des cas très compliqués qu'on vous a montrés où c'est sûr, il faut beaucoup d'expertise, mais vous pouvez, vous, dans vos centres, même si vous n'êtes pas très expert, avec une bonne base, aider pas mal de patientes. Et c'est pour vous dire qu'on est en train de faire un gros travail sur ça et que normalement, dès le mois de juin, au RADNIM, on va vous sortir des recommandations qui seront globales, hein, qui seront à la fois sur le diagnostic, à la fois sur le bilan d'imagerie, à la fois sur le thérapeutique et sur le suivi des malades. Et grâce à ces recommandations, ça vous servira de base pour aller discuter avec les gynécologues, avec les médecins vasculaires, parce qu'on va essayer de prendre le lead sur la pathologie. Et ça vous permettra aussi de construire votre activité. L'autre chose que je voulais vous dire, c'est que là, on parle très radio, très embolisation. Il faut savoir que c'est des patientes assez compliquées. C'est des patientes qui ont eu un passé douloureux. En moyenne, une douleur pelvienne, c'est 7,5 années d'errance. Donc, ce n'est pas des choses à prendre à la légère. Il ne faut pas croire qu'on va les guérir d'une baguette magique. Il faut s'entourer, hein, c'est important. Ne vous lancez pas au pif dans vos centres. La fleur au fusil, je vois une varice, elle a un peu mal au ventre, et puis elle a mal en post-coïtal, et puis je me dis j'y vais. Parce qu'elles vont revenir vous voir si elles ne sont pas soulagées. La douleur, c'est multifactoriel. Il y a de l'organique, il y a du reflux, il y a l'endométriose. C'est pour ça que c'est important de faire un diagnostic complet et de vous entourer aussi avec des imageurs de la femme qui peuvent vous aider sur l'adénomyose, sur l'endométriose. Et après, vous gardez votre lead sur la partie veineuse, la partie reflux. Mais ne vous lancez pas tout seul et sachez qu'en tout cas, nous aussi, on ne fait pas tout. On réfléchit à vous faire des recommandations et qu'elles vont arriver. Voilà tout ce que je voulais vous dire. Merci en tout cas, Farouk, d'avoir organisé la session et désolé d'avoir un petit peu débordé. Pas de problème. Merci, merci Julien. Merci Marine et Frédéric pour vos topos. Merci Gilles pour ta disponibilité. Il fait encore un peu jour à Montréal. Nous, c'est déjà la nuit. On va pas tarder. Je ne sais pas si quelqu'un de vous a un dernier mot. Ok, donc merci à l'ensemble de l'audience. Il y avait plus de 60 participants, donc c'est quand même un bon score. Ils ont honoré vos topos. Merci Farah pour ta présence. Prochain topo, c'est dans un mois avec l'équipe de l'hôpital Tenon sur, là encore, l'imagerie de la femme, la RIA au service de l'imagerie de la femme. Donc, on ne reparlera pas de syndrome de congestion pelvienne, mais de plein d'autres choses qui intéressent la radiologie interventionnelle de l'imagerie de la femme. Donc, restez connectés. Puis, bonne soirée. À très bientôt. Bonne soirée à tous.